Liberté, égalité, fraternité. Ces mots, tu as déjà dû les voir gravés sur des bâtiments publics, écoles, collèges ou mairies. À eux trois, ils forment la devise de la République française, un symbole qui permet à tous les Français de connaître les principes qui guident leur pays. Ces trois mots fondateurs ont été associés pour la première fois lors de la Révolution française en 1789. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 1992 est littéralement l'anti-1789. Beau cadeau d'anniversaire que nous font les pharisiens. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Non. Pour les 200 ans de cette République qu'ils encensent dans leurs discours et risquent de ruiner par leurs actes. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Si le oui donc l'emporte, eh bien là aussi nous irons dans un monde nouveau. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Que le conformisme ambiant, pour ne pas dire le véritable terrorisme intellectuel qui règne aujourd'hui, disqualifie par avance quiconque n'adhère pas à la nouvelle croyance et l'expose littéralement à l'invective. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, qu'on ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique. D'abord, tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles. Le peuple, lui, n'avait aucun droit. Il pouvait être emprisonné, exécuté ou banni sur décision du roi. Qui veut se démarquer du culte fédéral est aussitôt tenu par les faiseurs d'opinion. Les lobbyistes ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les projets de loi. Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible. Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains, autant de l'Assemblée que du Sénat, que des cabinets ministériels. Ces petites mains, ça va être les collaborateurs parlementaires, ça va être aussi les secrétaires dans les cabinets. Par exemple, on a eu Marisol Touraine qui nous a raconté que pendant son vote sur le paquet neutre, sur la loi tabac, une de ses secrétaires avait été retrouvée en train de fouiller dans les dossiers. Ils avaient dû l'écarter du processus. La deuxième étape, c'est ensuite de rentrer en contact avec les députés pour essayer de défendre leur point de vue sur ces projets de loi, pour essayer d'influer sur la loi. Et ils vont les inviter à des déjeuners, à des petits déjeuners. Ils vont organiser des colloques aussi au sein de l'Assemblée nationale qui seront financés par les entreprises qui veulent défendre leur point de vue. Et les députés seront en général les présidents de ces colloques, donc très mis en valeur par ces systèmes de rencontres. Mais oui, c'est clair. Il y a aussi des cadeaux, même si la charte de déontologie demande de ne pas excéder 150 € par cadeau. C'est bien, c'est bien. On a remarqué que des bouteilles de vin, par exemple, étaient envoyées à des centaines de députés à la fois, donc ce qui représente des budgets assez conséquents.
La troisième étape, c'est l'impact qu'on peut constater directement sur les projets de loi. Et on a eu un exemple avec un amendement sur l'épandage du glyphosate par drone dans les vignobles. Cet amendement s'est retrouvé signé par 60 députés différents qui sont républicains, qui viennent de La République En Marche, de l'UDI, du MoDem, et tous ont écrit le même amendement à la virgule près. Ah! Et là, on se rend compte qu'il y a certainement la patte de lobbyistes derrière qui ont réussi à influer et à faire passer cette idée dans le projet de loi. Les choses sont parfaitement claires. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Liberté, égalité, c'était le symbole de la fin de l'injustice. Désormais, les citoyens seraient tous égaux. Alors, Nicolas, nouvel élément à charge contre Goldman Sachs. Un cadre du bureau de Londres publie sa lettre de démission dans le New York Times. Je vais en rester aux faits, juste aux faits. Greg Smith, c'est son nom. Il dénonce dans ce courrier la culture toxique de Goldman Sachs, dit-il. Il accuse la banque d'avoir totalement perdu le sens du client et de ne plus penser qu'à son unique et seul profit. Alors c'est sa vérité. Soit il a 100% raison, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il alourdit sauvagement un bilan déjà bien saturé et bien oppressant pour Goldman Sachs. Ah bon? Soit il a la dent mauvaise, il a des comptes à régler et il fait du Goldman bashing, ce qui est toujours assez bankable, en chargeant un peu la barque. Voilà. Je vais en rester aux faits, juste aux faits. Et même s'il règle ses comptes, Nicolas, on peut pas nier que cette banque d'affaires américaine, c'est un cas à part. C'est vrai que Goldman concentre à elle seule des critiques qu'aucun établissement financier n'a concentrées. Je vais en rester aux faits, juste aux faits. Il y a pas mal de faits quand même. Ce matin, Paul Volcker, l'ancien patron de la Fed, dit que Goldman Sachs a changé de mentalité depuis son introduction en bourse en 1999. Ah bon? En gros, il dit c'est devenu une machine à faire de l'argent avec de l'argent. On peut rappeler effectivement qu'en 2010, la SEC va poursuivre Goldman Sachs, accusant la banque d'avoir trompé ses clients, de leur avoir vendu des produits miracles sur l'immobilier, alors que l'immobilier allait au tapis et qu'elle le savait. En juillet 2010, Goldman va solder la plainte quand même pour 550 millions d'euros. Ça a été une somme record. On peut citer en 2009 le magazine Fortune, qui va classer Lloyd Blankfein, le patron de Goldman Sachs. Tu restes comme ça pendant 1 heure. Tu montes, tu dépasses, tu dépasses, tu dépasses. Parmi les patrons les plus outrageux, c'est lui un jour qui avait dit « Je fais le travail de Dieu ». Je crois qu'il s'en remettra jamais. Je vais en rester aux faits, juste aux faits. Et puis c'est vrai qu'au début des années 2000, Goldman a conseillé la Grèce pour alléger le poids de sa dette dans son bilan. C'était légal, mais c'est sans doute allé un peu trop loin. Alors le problème, Nicolas, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a trouvé de solution définitive pour réorganiser la finance de manière plus saine. Daniel Bouton, dans Challenge, nous dit cette semaine « Je ne regrette rien. S'il y a eu une crise, c'est à cause des régulateurs. Et si aujourd'hui les banques ne prêtent plus, c'est à cause des régulateurs. » Aucune autocritique. C'est quand même extraordinaire quand on est professionnel de considérer que les problèmes viennent du flic qui n'a pas su vous arrêter. C'est quand même la négation absolue de sa responsabilité personnelle. C'est bien, c'est bien. Je vais en rester aux faits, juste aux faits. Et puis on a le patron de la FSA, c'est l'autorité de marché en Grande-Bretagne, Lord Adair Turner, qui nous fait à nouveau une déclaration extraordinaire. Les institutions financières pratiquent une innovation utilisant combine, dissimulation, extrême complexité, ce qui leurre finalement au bout du bout le régulateur et que c'est ce qui trompe le consommateur. Tu la fermes définitivement. Tu fermes ta gueule définitivement. This idea that only corporations can give us livelihood, otherwise we will all die and nothing will happen, is complete brainwashing. Complete brainwashing. Real employer and giver of security and livelihood is land, sunshine, mountains, rivers, rain, human communities, our two hands, we work together. We have plenty. We don't need mortgage to live well. We don't need corporations to give us a few pieces of figures on our computer to make us think that now you have something to survive. You don't eat the figures on the computer. What is money? Money is only an idea. Money is only a plastic card. Money is only a figure on your computer. Money is not the real thing. You don't eat computers. You don't eat figures. Money is a means of exchange. They are not the real security. So people don't need to fear. Sun is shining. The friends are sitting around. We are chopping the vegetables.
the garden is growing food, you have enough, then you are happy. Pleasure is when you want seeking something which you think you don't have, and you want pleasure, you want again, you want more, you are always dissatisfied. Pleasure always leaves you dissatisfied, whereas contentment always brings you happiness. So happiness is when you know that you have enough. Aussi aux musulmans de France de descendre dans la rue et d'exprimer cette chose, de dire nous sommes musulmans de France, notre religion n'est pas incompatible avec la République et nous combattons tous les musulmans qui ne sont pas compatibles avec la République. Et on ne peut pas continuer à faire comme si, se dire je suis un musulman, moi aussi, je suis... Ah, on le voit bien. Nous sommes actuellement à Cherbourg car un navire saoudien, le Bahri Yanbu, est actuellement en train d'entrer au port pour charger des armes françaises et nous nous y opposons car ces ventes d'armes sont illégales au regard du droit international. On est là contre la guerre, pour la paix et le désarmement dans le monde. Associations, organisations syndicales et partis politiques. La réponse, elle est simple. Ils complètent une cargaison servant à faire la guerre au peuple yéménite. Une guerre sans merci au peuple yéménite, perpétrant des atrocités sans nom contre un peuple sans défense. Ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité sont perpétrés avec l'aide des armes, notamment françaises. Pendant longtemps, le gouvernement français a menti aux parlementaires et aux citoyens français en disant que ces armes ne participaient pas aux actions de guerre contre les civils. Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenu enfermés sous 7 sceaux. Sous des sceaux. Et donc, Satan, c'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan.